Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle réunion donc sur la communication responsable pour savoir comment dépolluer les pratiques commerciales et déjouer bien évidemment le greenwashing. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Valérie Martin qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME et de Eva Funken qui est policy officer à la DG Environnement de la Commission européenne. Pour me présenter très rapidement et présenter mes 2 collègues qui interviennent, avec moi aujourd'hui, pas en tant que présentateur, mais en tant que créateur de cet événement. Je m'appelle Sophie Paillard, je suis conseillère affaires réglementaires chez Bretagne Compétitivité dans le cadre du programme Enterprise Network et je suis accompagnée de mes collègues Gwenaëlle Godet et Philippe Paillard, qui sont Bonjour à conseillers tous. également dans le cadre du programme EEN, mais au sein de l'Agence, régionale de développement économique des Pays de la Loire, Solutions Éco. Donc, Bonjour. si vous voulez, on va pouvoir défiler les 3 premières slides. Ça présente le programme EEN. Vous pourrez prendre connaissance de qui nous sommes, où nous sommes situés et vous aurez nos points de contact sur les prochaines slides. Valérie, je vous laisse défiler ces slides-là et je vais vous laisser prendre la parole et commencer la présentation. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Si vous avez besoin de poser des questions, vous avez l'onglet Q&R sur lequel vous pouvez cliquer et nous regarderons régulièrement les questions que vous aurez posées. Et à la fin du webinaire, on va déclencher un petit sondage pour avoir votre avis et connaître vos retours. Très bon webinaire à toutes et à tous. Ah Valérie, il faut allumer votre micro par contre. Voilà, pardonnez-moi. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, mais il n'est plus en plein écran, donc il faut Pas juste de le problème. reprojeter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je me présente, Valérie Martin, je suis chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. L'ADEME, c'est, l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement public qui existe depuis plus de 30 ans et qui est sous la triple tutelle des ministères de la transition écologique, du ministère, de, la transition énergétique et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pardonnez-moi pour, l'erreur que j'ai faite, je vois que j'ai pas bien mis à jour. L'idée pour nous, c'est d'accompagner et d'accélérer la transition écologique et de mettre notre expertise au service de tous les acteurs, que ce soit les territoires, les citoyens, les acteurs économiques, le monde de la recherche également, en donnant des clés pour faciliter le passage à l'action. Et dans ces clés, on peut avoir des éléments de connaissance avec des études, des baromètres que nous faisons. Nous pouvons aussi avoir de nombreuses informations, infographies et guides méthodologiques que nous partageons. Et puis, bien évidemment, un accompagnement également financier par le biais d'appels à projets. Nous sommes également opérateurs de l'État pour le programme France 2030 dans la partie transition écologique. Nous sommes présents sur l'intégralité du territoire puisque nous avons 1400 collaborateurs répartis dans les services centraux, mais également sur l'ensemble des régions, des 17 régions françaises. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. Bonjour à tous. Merci Valérie pour l'introduction, merci Sophie aussi. Donc je m'appelle Eva Funken et je travaille moi à la Commission européenne et donc avec Valérie on sera les deux intervenantes aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Commission européenne c'est l'organe exécutif de l'Union européenne. Donc on est vraiment une institution gouvernementale au niveau européen, au même niveau que le Parlement européen et le Conseil. Et donc l'organe exécutif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'institution qui est chargée de proposer des nouvelles lois, des nouvelles politiques au niveau de toute l'Union européenne, de contrôler leur mise en œuvre, d'aider à leur implémentation aussi, et on gère le budget de l'Union européenne. Alors moi, je travaille spécifiquement dans la Direction générale de l'environnement, la DG ENV pour court. Et donc, les politiques de la DG Environnement se concentrent sur protéger l'environnement et la biodiversité, mais aussi il y a des politiques et des lois pour réduire au minimum les risques pour la santé humaine
et à promouvoir la transition vers une économie circulaire. Donc aujourd'hui, moi par exemple, je travaille dans l'équipe qui s'occupe des politiques en matière d'économie circulaire et plus particulièrement, je suis chargée de la politique sur les allégations vertes. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour vous parler un peu plus de ça. Alors nous allons commencer, je vous propose, donc on fera en alternance avec Eva, quelques datas, sur des chiffres et sur des baromètres. Je voudrais d'abord vous parler du baromètre sobriété et mode de vie que nous avons réalisé conjointement avec l'Obsoco. Il est sorti au mois de mars 2024 dans sa version complète. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il nous parle du sujet des sobriétés. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que je vais peut-être vous redire ce que l'on entend par sobriété à l'ADEME. C'est que dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées, la sobriété, ça consiste à nous questionner sur nos besoins. On va beaucoup parler de besoins aujourd'hui et à satisfaire ces besoins en limitant leur impact sur l'environnement. Ça doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production, nos modes de consommation et plus largement nos modes de vie à l'échelle tant individuelle que collective, et cette notion de collective, elle est importante. Sur la notion de besoin, j'attire juste votre attention sur le fait que c'est c'est clé dans la définition que je viens de vous dire, mais en même temps, nous, on apprécie beaucoup de parler de sufficiency, de juste suffisance, et je pense que ça caractérise peut-être un petit peu mieux, pardon, ce que nous allons entendre par la notion de besoin et par ce que nous allons mettre derrière en matière de sobriété. Troisième point, quand on parle de sobriété, vous voyez là, le baromètre s'appelle sobriété avec un S. C'est important de parler de sobriété au pluriel parce que cette sobriété, elle va être bien sûr à déterminer en fonction des territoires, des habitants, mais aussi du tissu qui la constitue, du tissu d'entreprise qui la constitue. Dernier point, on ne peut pas parler de sobriété sans parler d'une dimension sociale, et de transition juste. Pour nous, c'est important que, tout le monde puisse vivre dignement, que ceux qui peuvent faire preuve de sobriété le fassent très rapidement. Ces choses étant posées, j'aimerais aussi vous dire que dans le cadre de ce baromètre, c'est notre premier baromètre, le prochain sortira, en 2025, fin 2025. Dans ce premier baromètre, le terme sobriété est connoté plutôt positivement à 41. Ça a été pour nous un peu une surprise. On pensait qu'il y aurait beaucoup plus de connotations négatives. Bien évidemment, plus vous avez un niveau économique élevé, plus la connotation est positive. Qu'est-ce que ça nous dit, ce baromètre? Ce sont bien sûr du déclaratif, mais ça nous dit d'abord, le discours, il est très critique à l'égard du modèle consumériste et qui reste aujourd'hui le modèle majoritaire. Premièrement, 83 des gens nous disent on a trop tendance à on a tendance à accorder trop d'importance à la consommation matérielle. Deuxième point, à 81 les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu'à profiter des plaisirs simples de la vie. Mais aussi ce chiffre de 77 qui pensent que notre manière de consommer est nuisible à l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce réquisitoire anti-consumériste, il est souvent appliqué aux autres parce que plutôt qu'à soi-même. Regardez bien ces chiffres. À la question, diriez-vous qu'aujourd'hui en France, les gens consomment trop? Oui, à 83 d'accord? Entre les oui tout à fait et les oui plutôt. Mais quand on leur pose la question: «Et vous, personnellement, au niveau de votre foyer, diriez-vous que vous consommez trop?» Seulement 20 déclarent oui. Enfin, à la question: «Est-ce que vous, personnellement, au niveau de votre foyer, diriez-vous que vous consommez plus que la moyenne des Français?» Non, à 73. C'est intéressant parce que ça veut dire que, dans leur ensemble, les Français ne se sentent pas directement concernés ou peu concernés, on va dire, par des pratiques excessives qu'ils vont relever dans l'ensemble de la population. Un autre chiffre, parce que je pense que c'est important d'avoir ça, on les a interrogés aussi sur des pratiques, leurs pratiques de consommation, leurs pratiques liées, à l'habillement, au logement, au déplacement, à l'alimentation. 3 chiffres très rapidement. Il y a seulement 14 des Français qui estiment que leur consommation de vêtements est excessive par rapport à leurs besoins.
quand on sait que les Français achètent de plus en plus de vêtements qu'ils mettent de moins en moins, ça laisse interrogatif. 21% des Français qui mangent de la viande tous les jours considèrent qu'ils en mangent trop. Et 22% des Français qui renouvellent leur smartphone tous les 2 ans, voire moins, considèrent qu'ils le changent trop souvent. Donc, on voit bien que c'est intéressant d'avoir cette lecture-là sur le fait que les Français se sentent sobres et que seulement, un autre chiffre qui peut vous intéresser, c'est qu'il n'y en a que 15% qui sont consciemment engagés dans des pratiques quotidiennes de sobriété, disons dans la majorité des domaines, et de leur mode de vie. Donc on voit bien qu'entre les aspirations, les comportements, on n'a déjà pas une nécessaire cohérence. Ça ne veut pas dire que les Français ne veulent rien faire, mais ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, ils considèrent, et c'est le chiffre que je vous montre là, qu'ils font déjà largement leur part, à 77%. Ceux qui agissent, ce sont d'abord les consommateurs et les citoyens. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Des actions beaucoup plus fortes de la part d'un certain nombre d'acteurs. On voit que les collectivités territoriales et les petites entreprises, les artisans, les agriculteurs font aussi leur part en matière de sobriété. En revanche, les plateformes du type Amazon, les banques, les industriels, les marques, les grandes entreprises, l'État, sincèrement, ils ont intérêt aussi à aller faire davantage. Parce qu'aujourd'hui, les Français jugent que, ils n'agissent pas suffisamment pour limiter les impacts de leurs activités sur les ressources de la planète. Ils vont être d'ailleurs très favorables à un certain nombre de grands principes d'organisation collective, puisqu'ils vont être 82% par exemple favorables à l'interdiction à la vente de certains produits qui sont néfastes pour l'environnement. C'est intéressant, et que les politiques publiques devraient favoriser davantage les questions de protection de l'environnement. Je vous parlais tout à l'heure dans cette slide, hein, justement, que on avait une une impression que, notamment les grandes entreprises ne faisaient rien. Et on voit bien qu'on est aussi dans un débat, dans un monde dans lequel il y a une confiance envers de nombreux acteurs qui est très faible. Cette confiance envers les entreprises d'ailleurs, elle est caractéristique. Parce que s'il y a 20 ans, nous étions à un niveau de confiance globale aux grandes entreprises de 58%, depuis 10 ans, nous sommes autour de 30-36%, c'est-à-dire très loin des chiffres de 2004. Plus est, dans un contexte où des consommateurs sont de plus en plus véhéments et ils n'hésitent pas à dénoncer des mauvaises pratiques. On le voit entre 2017 et 2024, cette dénonciation, cette participation à d'une dénonciation a été multipliée par 3. Ce chiffre est issu de notre baromètre Greenflex ADEME 2024 qui est sorti la semaine dernière. Et dans ce baromètre, ce que l'on peut noter aussi, c'est que nous assistons à une polarisation de plus en plus forte de la société entre un noyau de personnes très engagées et des personnes peu engagées. Attention, sensibilisées et engagées, il y a une grosse différence. De plus, on comprend que les prises de parole des marques sont régulièrement et plus fortement perçues comme étant comme incitant à la surconsommation et notamment de produits qui sont peu durables, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, les Français sont globalement peu optimistes quant à l'amélioration de leur pouvoir de vivre dans une société qui fait très largement face à de nombreuses crises, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vision très systémique et que les gens commencent à en avoir conscience. Une fois ces éléments précisés, Eva, Oui, oui, oui. vous n'aviez pas Euh, Si, je l'ai juste après le vôtre. Mais on après peut passer au mien et puis revenir sur la communication responsable après. oui, mais je vois que j'ai un petit problème de document. Je reviens vers vous, mais je vous laisse commencer à parler. Oui, je peux prendre le contrôle aussi si vous voulez. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Euh, Oui, ok, pardon. Non, mais je vais commencer à parler, oui. En attendant que Valérie remette les slides, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, Valérie nous a donné je veux dire, un résumé de ce qui se passe en France au niveau
l'avis des citoyens par rapport à leur propre consommation, etc. Et quelques chiffres déjà qui indiquent par rapport à la confiance des citoyens par rapport aux entreprises. Et c'est justement un des sujets du webinaire d'aujourd'hui, c'est le greenwashing. Donc le greenwashing, en français éco-blanchiment, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique que des entreprises font, qui en gros, induisent en erreur le consommateur par rapport à leur performance environnementale, par exemple. Donc ils, font des publicités, ils font des communications, commerciales, hem, par rapport à leur performance environnementale de leur entreprise ou de leur produit lui-même. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur le marché européen et français, qui ne sont pas totalement véridiques dans leur communication environnementale, qui induisent en erreur le consommateur, et c'est ça qu'on appelle le greenwashing. Alors, si Valérie peut aller au slide Non, je numéro l'ai pas. 17. Je vous laisse, Eva, il faut que enfin, ou Sophie, il faut que vous puissiez il y a un problème. Pardon. Il y a pas de souci. Oui, Sophie, si vous savez, moi j'ai pas le dossier sous la main, donc si vous savez, partager, c'est parfait. Et donc voilà, c'est un problème, là, les slides, que je vais montrer, c'est le slide numéro 17, donc juste après celui-ci. Je peux prendre le contrôle, ce sera peut-être plus facile. Ah non, je ne peux pas, mais c'est pas grave. Alors, on a fait aussi au niveau, de l'Europe, donc un baromètre, en 2023. Sur que pensent les citoyens de l'Union européenne sur le greenwashing. Donc ici, effectivement, on parle des 27 pays, pas que de la France, mais ça reflète un petit peu, les chiffres qui ont été présentés juste avant. Donc 73 des citoyens européens interrogés, pensent que l'impact du produit sur l'environnement est important lorsqu'ils décident d'acheter ce produit ou non. Donc là, on voit déjà que c'est important pour le consommateur, l'empreinte environnementale d'un produit. Ensuite, un autre chiffre qui sort de ce baromètre, c'est que les citoyens pensent que, à 78 des citoyens pensent que les entreprises font souvent des allégations vertes trompeuses, donc du greenwashing. Donc, laissant croire à leurs clients que le produit ou leur service est respectueux de l'environnement, alors que c'est pas forcément le cas. Donc ça confirme aussi un petit peu le problème de greenwashing. Et le citoyen européen, requiert que, pour être crédible, un label vert doit être vérifié par une organisation indépendante. Donc si on passe sur le prochain slide, on va voir qu'il y a une autre étude, qui a été faite par le Bureau, européen des associations de protection des consommateurs, BEUC. Et ici aussi, on a plusieurs chiffres assez intéressants. Donc encore une fois, on voit, que c'est confirmé, la moitié des citoyens interrogés préfèrent acheter un produit avec un label vert plutôt qu'un produit sans. Donc ça confirme qu'il y a un avantage compétitif, il y a un avantage commercial pour les entreprises, d'apposer un label vert sur un produit, de faire une communication verte sur leur produit. Même juste en dessous, on voit 40 des personnes interrogées sont prêts à payer un surplus pour un bien ou un service qui a une allégation ou un label vert vérifié. Donc concrètement, il y a un avantage commercial pour les entreprises à faire de la communication verte. Mais pardon, je vais rester juste un dernier chiffre sur ce slide-là. Heu, donc juste au-dessus, voilà. Heu, mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment enfin, on est vraiment aux premières, étapes, si vous voulez, pour la régulation de ces allégations vertes. Donc il n'y a pas beaucoup de règles en place pour le moment, alors que 35 des personnes interrogées pensent qu'il y a déjà un mécanisme en place pour vérifier de manière indépendante tous les écolabels et toutes les allégations vertes sur le marché européen, et ça, c'est, juste tout simplement faux. Donc, si on passe au slide suivant, on va voir qu'une étude, un inventaire réalisé en 2020 par la Commission révèle qu'en fait, plus de la moitié des allégations vertes fournissent des informations environnementales vagues, trompeuses ou
carrément infondées sur le produit. Et même 40% de ces allégations ne sont pas étayées. Donc ça veut dire que les personnes qui ont fait cette étude, cet inventaire, n'ont pas trouvé quoi que ce soit comme preuve ou comme information qui permettrait de justifier l'allégation qui était faite. Donc, comme on le voit, donc ça, c'est vraiment les deux chiffres qui prouvent le problème de greenwashing, le problème d'éco-blanchiment sur le marché européen. Et c'est le cas pour vraiment tous les secteurs, comme on peut le voir sur le graphique à droite. C'est vraiment un problème qui touche tous les secteurs. Donc, voilà, je repasse la parole à Valérie qui va nous parler un peu plus de greenwashing. Toutes mes excuses, hein. Il n'y a J'ai pas cru de souci. qu'on avait une petite erreur de manipulation, mais non, en fin de compte, c'était après. Peut-être que si vous êtes d'accord, Sophie, on remonte à la slide 16, de façon à ce que puisse reprendre le Quand on parle de greenwashing, bien souvent, ou quand on vous parle de communication responsable, vous avez l'impression que c'est exactement la même chose. Pour recadrer tout ça, je voudrais juste vous dire, comment on va essayer de réfléchir et comment, en fin de compte, le greenwashing n'est qu'une seule partie de ce que l'on va appeler plus largement la communication responsable. La communication responsable, tout d'abord, c'est pas une communication qui fait de la responsabilité RSE un simple thème de communication. C'est une communication qui va être capable de prendre ses responsabilités. Non, on reste là-haut, dans le slide précédent. Ça va être une communication qui va être capable de prendre ses responsabilités dans un contexte de transition écologique. Deuxièmement, on l'a vu, on a, en tant que personnes qui nous occupons de communication, et pour ça, c'est pas la peine d'être, ce qu'on appelle un communicant ou de travailler à une direction de communication. Toutes les personnes qui prennent la parole, toutes celles qui effectivement appartiennent à la direction de la communication, les gens qui travaillent, dans un service dédié au numérique, par exemple, qui travaillent sur les relations presse, sur les réseaux sociaux, dans le marketing, dans la publicité. Toutes ces personnes font véritablement partie de ce que je vais appeler désormais les communicants et donc vont avoir un rôle à jouer dans la communication responsable. Donc attention, nous n'allons pas parler que de publicité. C'est le point important. Ce sont vraiment toutes les actions de communication qui sont concernées, jusqu'aux actions même de prise de parole d'un responsable ou d'un patron d'entreprise. C'est important d'avoir ça aussi, en tête quand on parle de communication responsable. Ce qui veut dire que par rapport à l'ensemble des messages qui sont véhiculés par les différentes organisations, les entreprises, les collectivités, les organisations publiques, eh bien de plus en plus, et c'est ça qui est montré, hein, c'est qu'on sent bien qu'il y a une dissonance cognitive entre des messages véhiculés et ce que l'on entend, par ailleurs, eu égard à l'enjeu, aux enjeux auxquels nous devons faire face. Donc, par rapport à ça, la communication responsable, dans ce que nous avons retenu, a pour définition que c'est une communication qui est plus sensible aux enjeux écologiques, au sens aussi sociétaux, qui est davantage à l'écoute des habitants de notre planète, et là aussi c'est important de le souligner, c'est des habitants humains, mais aussi non humains, les animaux, les plantes. Je rappelle que l'espèce humaine fait partie du vivant en tant que tel. C'est une communication qui va s'interroger autant sur les contenus que sur la manière de les délivrer, et une communication qui intègre également la notion d'urgence, et qu'elle repose sur 4 piliers. Les messages plus responsables, et donc par rapport à ça, c'est important, de se dire que l'engagement, sur les messages, dans le respect des enjeux, économiques, écologiques, sociétaux sont indispensables et que ça concerne, comme je viens de le dire, l'intégralité des formes de communication. On va y venir très largement aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est l'éco-socio-conception des supports. Ce sont des choses auxquelles vous avez déjà eu affaire. Par exemple, quand dans la façon dont on va réduire les impacts environnementaux de l'ensemble de nos actions de communication, que ce soit l'impression, l'organisation d'événements ou la gestion de nos réseaux sociaux, la gestion des relations presse, etc. Le troisième pilier,
c'est bien évidemment le dialogue avec les parties prenantes, car l'écoute, oui, elle est au centre même de la communication responsable. On ne fait pas simplement un outil de communication qu'on a envie d'envoyer comme ça. Il y a ces interactions-là qui sont absolument indispensables afin de recréer de la confiance, on l'a vu tout à l'heure, parce que nous sommes dans une société du doute. Et donc, la volonté, c'est de co-construire une nouvelle relation. Et enfin, c'est l'efficacité et l'éthique des affaires, parce que faire de la communication responsable, c'est faire de la communication qui est efficace. Et bien évidemment, le dernier point extrêmement important, c'est qu'il y a un principe de base qui est incontournable, c'est de communiquer dans sa quand on fait une action de communication sur nos sujets de transition écologique, qui se fasse dans le respect des grandeurs. On va y revenir, je vais vous en donner un petit exemple, vous comprendrez rapidement pourquoi. Donc ça veut dire que tous ceux qui communiquent, tous ceux qui ont un rôle de communicant, ils peuvent agir de 2 façons principales, non seulement en réduisant, les impacts négatifs de leurs projets, de leurs actions, mais aussi en contribuant beaucoup plus largement à la transformation de leur organisation et même plus largement de la société. Parce que la communication responsable, ce n'est pas que transformer les actions de communication, c'est bien évidemment transformer l'ensemble de l'organisation, de l'entreprise, dans la façon dont elle agit, dans la façon dont elle réalise ses actions. Et donc c'est une exigence de tous les instants, c'est une vision à 360 degrés qui est important d'avoir. Et donc ça veut dire qu'en tant que personne voilà, agissant en matière de communication, on a un nouveau contrat social de notre rôle à, pouvoir, mettre, en avant. Donc ça, c'était, les choses que je voulais aussi mettre en avant sur l'évolution du rôle de la fonction communication en termes de vie pour lutter contre le greenwashing et je pense qu'Eva nous en a très bien parlé, mais également, en termes de pédagogie au niveau de ces éléments-là parce que sur la transition écologique, la direction de la communication ou les communicants, ils ont un rôle fondamental pour pouvoir expliquer correctement les choses. On est loin de quelque chose qui pourrait être simplement de ripolliner entre guillemets envers les choses. Je vous propose, Sophie, que nous passions à la slide 20. Voilà. Alors dans mes exemples, vous avez dit greenwashing. Je pense que c'est sans doute très important de voir quelques exemples qui peuvent vous parler. Alors, bien évidemment, on va trouver des exemples, par exemple, comme celui de EasyJet qui dit notre ambition des vols zéro émission de CO2 d'ici 2050. On voit bien que le zéro émission, on sait tous ici pertinemment que le zéro émission, c'est absolument impossible quand on parle de l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et donc, en plus, il nous précisait, bah, ça devient zéro émission parce qu'on compense nos émissions. Ce qui veut dire que non seulement il y avait ce zéro émission, mais qu'en plus par sa compensation, ça minimisait complètement les conséquences environnementales du recours au service de cette compagnie. Il y a une plainte qui a été déposée au jury de déontologie publicitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Le 4 janvier 2022, elle a été déclarée fondée. Donc ça, c'est un premier cas d'une allégation verte qui est complètement fantaisiste. Deuxième point, l'exemple de Burger King. Alors là, on a retrouvé comment rendre nos salades encore meilleures. Très intéressant. Simplement, vous allez me dire, bah, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font puisqu'ils mettent des contenants réutilisables. Oui, c'est une excellente idée, sauf que il est interdit de faire de la publicité, de s'arroger, de s'attribuer à soi-même ce type d'action qui est de toute façon prévu et obligatoire de par la loi AGEC. Là aussi, on est dans du greenwashing. Le troisième sur la Stat Smith Forever, il y a eu une plainte qui a été déposée contre Adidas et New Balance. Cette fois-ci, je parle de tribunaux, je ne parle plus simplement de jury de déontologie publicitaire. Et donc, elle accuse les deux enseignes d'utiliser à tort l'argument du recyclage pour leur nouvelle gamme de baskets. Ils ont en plus inventé un petit logo qui ne veut absolument rien dire et qui n'est expliqué nulle part. Bref, entre le 100% iconique, le 50% recyclé, c'est le consommateur qui fait les frais de cette incompréhension.
Le quatrième, celui d'Amazon, est extrêmement intéressant aujourd'hui. C'est ce que l'on va qualifier comme étant du méta-greenwashing. Pourquoi? Parce que au titre des allégations que l'on peut faire, hein, il y a un encadrement, et en matière de publicité, il suffit de regarder aussi ce qui se passe en matière de recommandations de développement durable. Il y a tout un ensemble de principes, on va en parler rapidement tout à l'heure. Cette fois-ci, cette publicité en tant que telle ne pose pas de problème par rapport à la recommandation de développement durable. Oui, mais voilà, on a l'impression par le mode de communication, donc qui était de la publicité largement diffusée, que le problème principal en matière d'environnement qui est lié à Amazon, ce serait l'entretien d'une façon plus écologique de ces pelouses autour de ces entrepôts. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'a pas le droit de le faire, ou qu'il n'a pas le droit de communiquer sur le fait qu'il le fasse. En revanche, et vous voyez bien qu'il y a une question de proportionnalité, ce n'est pas le problème principal lié à l'activité d'Amazon, ou alors ça se saurait. Dans ce cas-là, le fait d'en faire une campagne de publicité largement mise en avant et poussée devient du méta-greenwashing parce qu'elle tend à dire aux gens, voyez, on fait quelque chose de bien et c'est hyper important. Et c'est là où, par rapport à ce que l'on va donner à voir, à comprendre aux citoyens, on va l'engager dans une voie qui va minimiser complètement les choses. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va l'induire en erreur sur l'importance ou pas de telle ou telle action par rapport aux émissions globales et aux impacts environnementaux globaux qui sont faits par l'entreprise, quelle qu'elle soit. Le slide d'après, vous comprenez donc aisément que dans les signes du greenwashing que l'on peut retrouver, comme par exemple la banalisation de certains comportements négatifs ou le dénigrement de comportements positifs, par exemple, l'illustration que je vous ai mise là, c'est un visuel où une entreprise de mobilette dit bah, qu'au moins on sera bien. Et donc, la boîte de sardines, c'est nous dans le métro ou dans le tramway, hein, je vous le dis. Donc là, on sera tous serrés comme des sardines, alors qu'on sera bien sur nos mobylettes pétaradantes. Et bien que là, il y a quand même un petit souci. L'autre, c'est la promesse mensongère ou disproportionnée, puisque grâce à ce déodorant fantastique, nous allons pouvoir libérer la planète des émissions de CO2, rien que moins. Donc pensez-y quand vous mettez du déodorant le matin. L'autre est plus complexe. C'est une absence de preuves, de précision, de messages peu clairs et ça peut arriver à n'importe qui. Là, c'était pour une entreprise qui fabriquait des éoliennes et donc ils ont mis cette image d'enfant parce qu'on voit très souvent que quand on parle quand on fait des messages ou des visuels liés à la transition écologique, on met souvent des enfants devant, hein, comme si c'était en gros à eux de se charger de tout faire. Et donc, leur objectif, c'est ni plus ni moins qu'une vie sans énergie fossile d'ici une génération. On voit bien que c'est complètement impossible. Et d'ailleurs, eux, cette boîte, comme ils ont été condamnés par le jury de déontologie publicitaire, ils ont décidé de retravailler avec l'autorité de régulation des professionnels de la publicité pour refaire une communication qui était beaucoup plus correcte. Alors, je passe rapidement sur la présentation visuelle ou sonore suggestive, le petit bonhomme avec sa cape verte. Bien évidemment, généralement, on a aussi la petite plante qui pousse, on a du vert partout de toute façon et on a la terre quelque part. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire campagne sur des enjeux secondaires. Là, typiquement, dans le Crédit Mutuel, ils nous ont annoncé en 4 par 3 dans des abribus que grâce à cette carte bancaire qui utilisait moins d'encre sur leur carte blanche en plastique recyclé, ils étaient plus écolos. Vous voyez bien que là aussi, ce n'est pas le principal problème lié à l'activité des banques. Et encore une fois, c'est bien de le faire, c'est pas la façon où il faut en parler, c'est pas de cette façon-là qu'il faut en parler. Et dans tous les cas, le greenwashing, ça entraîne de la confusion. Ça entraîne une concurrence déloyale aussi par rapport aux entreprises qui travaillent et qui font véritablement des choses. Ça génère une perte de confiance et ça met de toute façon en risque l'entreprise car ça met en danger non seulement sa réputation, mais aujourd'hui, on le voit bien, ça va au-delà puisque ça peut entraîner des risques financiers, voire des risques juridiques.
Donc ça fait partie des choses qu'il était important que l'on vous raconte. Sur le slide d'après, c'est l'encadrement du greenwashing. Alors aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est à plusieurs niveaux. D'une part, on va avoir tout ce qui concerne les règles de déontologie, d'accord? Donc l'ARPP, c'est, dans ce cadre, je vais essayer de vous brosser très rapidement ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre français. On voit qu'aujourd'hui, donc par rapport à la vague de greenwashing qu'on avait pu constater, en 2008-2009 et cetera, il y a un nouveau système qui s'est mis en place et qui a qui a donné naissance à l'autorité d'autorégulation, des professionnels de la publicité, dit ARPP. Ils produisent des recommandations. Il y en a une en particulier qui s'appelle la recommandation développement durable. Cette V3 de la recommandation de développement durable, elle a été faite en 2020, d'accord? Et elle est, disons que elle a plusieurs niveaux dans cette recommandation. On a d'une part les impacts éco-citoyens, d'autre part, on regarde la véracité des actions, la proportionnalité des messages, bien évidemment aussi la clarté du message qui est produit par l'annonceur, hein, voilà, de façon à ce que les produits aient véritablement les qualités qui sont recommandées. Et puis, on a tout ce qui est lié aux signes, aux labels, mais également au vocabulaire et à à la représentation visuelle ou sonore. Par rapport à ça, c'est un travail important. On va avoir 4 instances qui vont exister à côté de la RPP, dont une qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire et où là, vous pouvez, aussi, il suffit d'une seule personne, d'un seul citoyen qui peut aller porter plainte auprès du jury de déontologie publicitaire si là, il voit une publicité, c'est uniquement pour la publicité, qui contrevient à la recommandation développement durable. Mais on ne s'arrête pas là. C'est qu'aujourd'hui, cette autorégulation, elle se fonde sur une adhésion volontaire. On a des juristes qui travaillent énormément de façon à aider à ce que la recommandation de développement durable soit davantage respectée. Mais on voit qu'on passe progressivement à de la soft law. Et je vous invite notamment à regarder un travail excellent qui a été fait par le Conseil national de la consommation et qui a conduit le 26 mai 2023 à la publication du guide pratique des allégations environnementales à destination des consommateurs et des professionnels. Il y a 2 parties dans ce guide que je pense important. D'une part, la description juridique du cadre juridique pour lutter contre l'éco-blanchiment et d'autre part, des recommandations du Conseil national de la consommation pour l'utilisation des allégations environnementales comme biosourcés, compostables, dépolluants, verts, purifiants, et cetera. Et nous avons également, pour la première fois, des allégations relatives aux entreprises qui sont des allégations environnementales qui peuvent qualifier une entreprise et même des points concernant la notion de compensation. Je pense que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans le droit positif, on a une liste des allégations environnementales d'ores et déjà interdites ou interdites sous condition. Mais là, on arrive avec quelque chose qui est beaucoup plus clair et qui permet d'être concret dans la façon dont on va utiliser et dont on va définir ces termes. Je vous en présenterai quelques-uns tout à l'heure. Mais entre l'autorégulation, la soft law, on voit que les choses évoluent progressivement. Et ça, c'est important aussi de le noter. C'est le fait que on bouge vers quelque chose qui est beaucoup plus juridique. Et là, à partir de ce moment-là, on arrive avec des textes de loi extrêmement importants, non seulement au niveau français, et Eva viendra sur ce qui se passe au niveau européen. C'est-à-dire qu'on est dans une évolution structurelle et qu'il n'y aura pas
de retour arrière. Au niveau français, on a bien sûr la loi AGEC avec, par exemple, l'interdiction de la publicité agressive hors des sols, l'interdiction de l'obsolescence marketing également, la communication, commerciale qui inciterait à dégrader des produits en état normal de fonctionnement ou à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation. On a également l'interdiction d'utilisation, pour tout produit ou emballage de l'allégation biodégradable, respectueux de l'environnement ou des allégations similaires. Bref, on avait déjà tout un ensemble de termes qui étaient encadrés par la loi AGEC. Mais voilà, en août, 2021 a été publiée la loi Climat et résilience qui va un pont plus loin, là aussi, et surtout qui est la première loi au monde à mettre ces questions de publicité au cœur même d'une loi. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que ce qu'il y a de plus important, c'est le fait qu'on parle à la fois du fameux score carbone pour les produits vendus, donc c'est toutes les questions qui sont liées à l'affichage environnemental, c'est ce qui va sortir prochainement en matière d'habillement et en matière d'alimentation. D'autres suivront, bien évidemment. On a également le fait que les publicités vont devoir mettre en avant l'impact environnemental des biens et des services grâce à ça, donc de façon à ce que ce soit très clairement lisible. On a l'expérimentation du WePub, que vous connaissez peut-être, et puis on a l'encadrement de l'allégation carbone, neutre en carbone, pardon, et le lancement des contrats climat. Je pense que c'est extrêmement important de voir que par rapport à ça, et notamment par rapport à l'allégation neutre en carbone, pardon, il y a forcément des sanctions financières qui sont mises en avant. Mais ça veut dire aussi, étant donné que c'est une loi, que des associations, d'autres entreprises, des particuliers peuvent aussi porter plainte si la loi n'est pas respectée. Ce qui veut dire qu'en matière de risque, on est passé d'un simple risque réputationnel à un risque financier et à un risque juridique, ce qui change considérablement la donne. Mais je vais te laisser, Eva, parler du cadre européen. Exactement, merci Valérie. Donc oui, effectivement, il y a c'est comme tu l'as dit, c'est un cadre législatif qui est en pleine évolution. Et notamment récemment, il y a eu des évolutions parce qu'il y a eu deux nouveaux projets de loi, dont un qui a déjà été adopté et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le but des prochains slides, c'est vraiment que j'essaye d'expliquer, de vulgariser, entre guillemets, euh, le contexte législatif européen sur la protection des consommateurs et l'interdiction du greenwashing. Donc, on va parcourir quelques slides ensemble et ça va se concentrer sur ces deux textes de loi qui sont ici sur le slide. Donc, le premier qui est la directive pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique. C'est un long nom, mais en gros, c'est une directive qui révise, donc qui va venir mettre à jour la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Alors, la directive sur les pratiques commerciales déloyales, c'est une loi cadre de protection des consommateurs qui a été adoptée déjà en 2005 et qui met en place des principes généraux pour protéger les consommateurs sur des pratiques commerciales, donc on va dire des communications commerciales, des entreprises qui seraient déloyales, mais cela pour vraiment une variété de secteurs et de sujets. Ce n'est pas concentré sur les communications environnementale, verte, c'est vraiment sur tout type de communication. Donc, par exemple, si une entreprise dit que sa poudre à lessiver lave très très blanc et qu'en fait elle ne lave pas très très blanc, c'est déloyal. Bon, bref, je vous passe les détails. Donc, ça, c'est une loi cadre qui met les principes généraux et la commission a décidé de la réviser déjà il y a quelques années et la mise à jour a été adoptée en février 2024. Et donc, je parlerai des mises à jour et de cette loi qui se concentre notamment sur les communications vertes et durables. Et dans un deuxième temps, enfin dans le même temps,
la Commission a aussi proposé une directive sur les allégations écologiques, donc celle qui s'appelle en anglais la Green Claims Directive, c'est une nouvelle loi, donc celle-ci c'est vraiment un nouveau texte de loi qui est conçu en tant que complément de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et qui, elle, donc la Green Claims Directive, elle est actuellement en codécision, donc ça veut dire qu'elle est actuellement en négociation. Donc j'en parlerai un peu plus aussi dans cette partie. Donc si on va sur le prochain slide, on voit, ici il y aura beaucoup de messages qui vont être peut-être un petit peu répétés, mais c'est pour vraiment appuyer le message du pourquoi est-ce que l'Union européenne a décidé de fixer des exigences en matière d'allégations environnementales. Donc le premier objectif, c'est de protéger les consommateurs et les entreprises contre l'éco-blanchiment, contre le greenwashing. On souhaite permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées sur base d'un étiquetage crédible d'allégations qui ont été vérifiées, de labels qui ont été vérifiés et qui sont crédibles. D'autre part, comme Valérie l'a déjà dit, on aimerait bien stimuler la compétitivité des entreprises qui sont vraiment en train de faire des efforts pour améliorer leur durabilité et qui, pour le moment, sont en compétition avec des entreprises qui ne font que le dire, entre guillemets, qui ne font pas vraiment réellement les efforts derrière pour s'améliorer, mais qui le communiquent en haut et fort. Et donc, c'est pas juste. Donc, on voudrait rétablir euh, des conditions de concurrence équitables sur le marché unique, donc ça veut dire sur le marché des 27 pays de l'Union européenne. Et donc, pour ça, il faut améliorer la sécurité juridique. Et tout ça, évidemment, rentre dans le cadre de l'objectif de la Commission ces dernières 5 années, qui était d'accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat. Donc, si on passe au slide suivant, voilà, comme je le disais, la directive sur les pratiques commerciales déloyales a été révisée, a été mise à jour en février 2024 et il y a notamment 4 nouvelles règles qui ont été adoptées par rapport par rapport aux communications vertes, par rapport aux communications dites durables, enfin sur les caractéristiques durables d'une entreprise. Et donc, voilà, la première, c'est que les allégations environnementales génériques sont maintenant interdites. Quand je dis maintenant, le texte a été adopté au niveau européen, mais il va falloir un certain temps avant qu'il soit transposé dans la loi nationale française et des 26 autres pays, bien sûr. Et donc, la période qui est prévue pour ça, c'est 2 ans. Donc, ne vous affolez pas, ce n'est pas, c'est plus un message pour pour rassurer les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, ceci, c'est surtout pour vous mettre au courant des règles qui ont été adoptées, donc ça c'est sûr, mais vous avez encore 2 ans, voire 2 ans et demi, pour vous mettre à la page et pour que les règles rentrent en application dans le droit français. Donc, première chose, interdiction des allégations environnementales génériques. Donc, on ne peut plus simplement dire que mon produit est durable, que mon produit est écologique, sans aucun détail, sans aucune explication. Ça, c'est interdit. Deuxième chose, les écolabels qui ne sont pas fondés sur un système de certification sont maintenant interdits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, en langage non juridique, ça veut dire que si vous proposez, vous en tant qu'entreprise, si vous proposez si vous êtes une organisation qui gère un label, vous êtes obligé de passer par un parti tiers qui va certifier que les produits respectent bien les critères du label. Donc, pour faire encore plus simple, euh, ça veut dire que une entreprise ne peut pas donner elle-même à ses propres produits un label sans qu'il y ait un parti tiers qui le vérifie, en gros. Troisième chose, c'est que un type d'allégation qui n'a pas encore été mentionné, c'est les allégations de performance future. Donc, par exemple, dans 20 ans, mon empreinte environnementale se sera améliorée de 50%.
ou j'aurais réduit mes émissions carbone de 20% pour dans 5 ans, par exemple. Donc ça, c'est un type d'allégation. Et c'est assez problématique parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de check. Voilà, personne ne vérifie vraiment si au final ça a été atteint ou pas. Si voilà, c'est fait donc dans 20 ans, on sera super vert, ok, super, mais dans 20 ans, c'est dans très longtemps. Et donc, la règle maintenant, c'est que ces allégations de performance future, elles doivent être fondées sur un plan de mise en œuvre qui est détaillé, qui est réaliste, donc réalisable, avec des objectifs mesurables, quantifiables, et qui est régulièrement vérifié par un tiers indépendant. Donc vraiment, on a un gros focus sur ce type d'allégations précises parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème avec ces allégations, et donc on a établi toutes ces règles. Et dernière chose, encore une interdiction précise pour une allégation problématique, c'était l'allégation sur les produits qui dirait qu'elles ont un impact neutre réduit au positif, alors qu'elles sont basées sur une compensation d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, neutralité climat, climate neutral, comme vous pouvez voir ici. En fait, si c'est apposé sur un produit ou un service, comme on l'a vu dans l'exemple de Valérie sur le vol 100% zéro émission, le vol KLM zéro émission, ben, en fait, ça induit complètement en erreur. Parce que comment est-ce qu'un produit ou un service pourrait être neutre en émissions? Pour produire même quelque chose de tangible, il faut à un moment donné le produire, il faut le transporter, etc. Il y a eu une émission de gaz à effet de serre. Et même si la compensation est un outil très intéressant pour essayer de, en général, réduire ces émissions et arriver à une économie circulaire et neutre en climat, sur le produit, en fait, si c'est apposé directement sur le produit ou sur le service, ça induit complètement en erreur le consommateur. Et donc, on a décidé, enfin, c'est même le Parlement et le Conseil qui ont décidé, en négociant sur le texte, d'introduire cette interdiction. Donc, on ne peut plus dire ce produit est neutre en climat si on a utilisé une compensation des émissions. Donc peut-être, oui, brièvement, compensation des émissions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc on émet des gaz à effet de serre dans la production d'un produit ou dans l'acheminement d'un produit, d'un point A à un point B, mais d'autre part, à un autre endroit, de la chaîne de production, on va compenser. Donc on va, utiliser des techniques qui permettent de capter du carbone hors de l'atmosphère, et il y a une série de techniques et de mesures pour faire ça. Et donc en fait, on fait un +1 en émettant des émissions et un -1 autre part. Donc c'est ça qu'on appelle la compensation. Voilà. Donc revenons-en maintenant à la deuxième loi qui est la Green Claims Directive. Donc c'est le projet de loi qui, se focus sur, les allégations environnementales spécifiquement, qui est, je le rappelle, conçu comme un complément à la directive sur les pratiques commerciales déloyales et qui est actuellement, pardon, en codécision. Donc ça veut dire que la Commission a proposé ce projet de loi en mars 2023. Elle a été envoyée au Parlement européen et au Conseil. Donc le Parlement européen s'est mis d'accord sur les changements qu'il voulait effectuer sur la proposition de la Commission. Donc ça, ils se sont mis d'accord en mars 2024. Et le Conseil, qui est en fait les représentants des ministères de l'environnement des 27 États membres, se sont également mis d'accord lundi passé sur les changements qu'ils voulaient apporter à la proposition de la Commission. Et donc ensuite, ils vont se mettre ensemble à discuter, le Parlement, le Conseil et la Commission, toutes les 3 institutions ensemble, pour arriver au texte de loi final. Et donc on aura une adoption officielle de la directive, dans la loi européenne, et ce sera plus ou moins pour le début de l'année 2025. Comme je l'ai déjà dit précédemment, mais je le répète, donc les instruments, légaux, qui sont les directives, en fait, doivent être transposés par les États membres dans leur loi, nationale, dans leur, cadre législatif national. Parce qu'il y a des petites différences entre les 27 pays et que du coup, ça doit s'imbriquer correctement dans chaque, loi nationale. Donc là, il faut prévoir du temps. Et donc la Commission avait prévu 18 mois, ce sera sûrement plus. Et puis ensuite, il y a toujours du temps aussi pour qu'une fois que c'est adopté dans la loi nationale, les entreprises aient quand même le temps de se retourner, de s'adapter, et cetera, aux nouvelles lois. Et donc nous, on avait prévu 6 mois, et vu les discussions qui avancent aujourd'hui, ce sera à mon avis plus aussi. Donc c'est aussi
bien qu'on en parle aussitôt, c'est bien pour que vous soyez au courant qu'effectivement, ces lois, elles arrivent et elles vont être tout doucement incorporées dans le droit national, mais on a encore le temps. Voilà, donc le premier message, c'est que tout ceci n'arrive pas demain, on a encore le temps. C'est la beauté du système démocratique européen. Et deuxième message, c'est que tout ce que je vais présenter aujourd'hui sur la Green Claims Directive, c'est encore sujet à négociation. C'est le projet de la Commission pour ces règles, mais ce n'est pas encore gravé dans la roche, si je puis me permettre. C'est encore sujet à discussion entre le Parlement et le Conseil, mais c'est en tout cas la direction qu'on va prendre parce que, vu la position du Parlement et du Conseil adoptée plus tôt cette année, ils sont d'accord avec les principes généraux, ils sont d'accord avec la plupart des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est juste des petites questions d'ajustement par rapport pour que ce soit le plus réaliste ouais, la meilleure loi possible en sortant de ce processus de négociation. Donc voilà, on rentre enfin avec cette introduction dans les détails de la Green Claims Directive. Qu'est-ce que ce sera le champ d'application? Donc je l'ai dit, c'est un complément sur la directive sur les pratiques commerciales déloyales qui met des interdictions générales sur qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et en fait, la Green Claims Directive, elle dit, OK, sur toutes les allégations qui sont toujours permises, comment est-ce que les entreprises doivent prouver leurs allégations vertes? Donc ça se concentre uniquement sur les communications commerciales entre entreprises et consommateurs. Donc tout ce qui est B2B, donc business to business, entreprise vers entreprise, ce n'est pas concerné par ces règles. Aussi, chose importante, c'est que ça ne s'applique pas aux allégations qui sont déjà réglementées par d'autres actes européens. Donc par exemple, un label qui vous parle sûrement à tous, c'est le label bio, la feuille verte, ça c'est un label européen, c'est déjà toutes les règles pour son utilisation, sa vérification, etc., sont déjà établies dans une loi européenne. Donc le but, c'est absolument pas de réguler doublement. Donc on évite les doublons, et donc tout ce qui est déjà réglementé, c'est exclu du champ d'application. Donc, maintenant, on arrive à la définition de qu'est-ce que c'est une allégation environnementale. Donc, en fait, les règles, ça va s'appliquer à quoi? Ça va s'appliquer uniquement aux communications non obligatoires, donc uniquement ce qui est volontaire et ce qui est explicite. Et de facto, ce qui est spécifique, parce que je vous le rappelle, les allégations maintenant génériques, donc sans détail, sont interdites. Donc évidemment, toutes les allégations environnementales maintenant, par défaut, vont être spécifiées, spécifiques. Et donc, qu'est-ce que c'est une allégation environnementale? On a vu des exemples plus haut, mais pratico-pratiquement, c'est tout message ou déclaration dans une communication commerciale. Donc ça peut être du texte, ça peut être une représentation graphique, ça peut être un symbole, ça peut également être le nom de marque ou le nom d'un produit apposé. Donc si par exemple je prends un exemple plutôt belge d'un savon, je ne sais pas si vous avez aussi en Bretagne, c'est un savon pour les mains qui s'appelle Ecovert. Par exemple, ça, c'est le nom du produit, et ben ça, c'est une allégation environnementale, mais je suis sûre que vous trouverez, d'autres exemples plus proches de chez vous. Et donc qui affirme ou suggère que, c'est une incidence positive ou nulle sur l'environnemental ou qui est moins préjudiciable pour l'environnement ou a amélioré son incidence au fil du temps. C'est par exemple tous les exemples que Valérie nous a montrés plus haut. Donc maintenant, quelles sont les règles? Quelles sont les règles pour ces allégations? Quelles sont les règles que les entreprises vont devoir respecter? Première chose, c'est la justification. Donc chaque entreprise va être demandée de justifier ses communications commerciales en matière d'environnement. Et elles vont devoir justifier ça en utilisant des preuves scientifiques largement reconnues, tenant compte des normes internationales pertinentes lorsqu'elles existent. Elles devront démontrer que l'allégation porte sur des questions environnementales significatives. Donc, encore une fois, Valérie a très bien montré avec des exemples plus tôt, où ça se concentrait sur des aspects très marginaux, en fait. Donc, la carte bancaire, l'impression de la carte bancaire, c'est très marginal en termes d'impact environnemental. Donc, on veut que la justification démontre qu'effectivement, c'est significatif. Ça couvre une grosse... l'impact est pertinent et significatif au point de vue du cycle de vie du produit. On va aussi demander aux entreprises d'identifier s'il existe des compromis entre les impacts. Donc, par exemple,
j'ai amélioré mon impact sur la biodiversité, mais ça veut dire qu'en fait, j'augmente mes émissions à gaz à effet de serre. Donc, au final, l'impact total, il reste pareil, donc mauvais, on va dire. Et donc, on demande qu'elles identifient, si jamais il y a ces espèces de vases communicants, il faudrait que l'entreprise soit au courant. En parlant de gaz à effet de serre et de leurs émissions, on va aussi demander pour tout ce qui est allégations qui portent sur le climat, qu'il y ait une transparence sur les émissions de carbone et surtout sur leur compensation. Et donc, on veut que les compensations ou les crédits carbone utilisés, je ne sais pas si ça vous parle, soient de haute intégrité et qu'il y ait une comptabilisation correcte des impacts climatiques. Je le rappelle, les allégations neutralité en climat pour les produits sont maintenant interdites si basées sur des compensations, mais celles sur les entreprises elles-mêmes, donc mon entreprise est neutre en climat, même si j'utilise des compensations, c'est toujours autorisé et c'est pour ça qu'il y a ces règles spécifiques. Oui, une petite clarification aussi. La Commission a proposé une exemption pour les micro-entreprises. Donc ça, c'est le terme européen, mais en gros, c'est les entreprises qui font moins de 10 personnes, qui emploient moins de 10 personnes et qui ont un turnover annuel de moins de 2 millions d'euros. Et ces entreprises, ces micro-entreprises, donc ces très petites entreprises, je pense que c'est la définition française, sont exemptées de ces obligations ici de justification, de vérification de ces obligations. Pourquoi? Parce que, on trouvait que c'était, complètement disproportionné d'imposer tout ça pour des très petites entreprises, mais ça ne veut pas dire qu'elles peuvent faire des allégations trompeuses, qu'elles peuvent faire du greenwashing, pas du tout. Elles sont complètement couvertes par, la directive de protection, des consommateurs, donc de protection contre les pratiques déloyales. Donc elles ne peuvent pas faire de greenwashing, c'est juste qu'elles ne doivent pas faire le step, l'extra, le pas en plus, si vous voulez, qu'on propose ici dans les green claims, de faire toute la justification, et cetera. Donc ça, c'était le premier bloc de règles, la justification. Le deuxième, c'est la communication. Ici, c'est assez simple. On veut juste, s'assurer que, ce qui est communiqué, on ne communique uniquement sur ce qui a déjà été justifié selon les règles que j'ai présentées juste au-dessus, jusqu'ici, c'est plutôt logique. Et aussi, on essaye d'augmenter un peu la transparence et on souhaite que les informations sur la justification soient mises à disposition des consommateurs et par ailleurs des autorités qui vont surveiller le marché sur le produit ou via un lien Internet ou un QR code. Ici aussi, l'exemption pour les micro-entreprises, elle est évidemment mise aussi. Donc voilà, si on passe au prochain slide, le prochain slide, il parle des systèmes de labels environnementaux parce que une allégation verte, un label vert, en fait, c'est par définition une allégation verte, donc le logo, le label en lui-même. Mais on va aller un peu plus loin et on va aussi mettre des règles sur les systèmes de labels. Donc en fait, c'est les organisations qui gèrent les labels. Et donc comme je l'ai déjà dit au début, de cette partie, il faut absolument, première chose, que les labels soient basés sur des systèmes de certification. Et dans la Green Claims Directive, on va un peu plus loin, on met quelques règles en plus en termes pour garantir une gouvernance indépendante et transparente de ces systèmes de labels. Et puis on va aussi on a aussi proposé un nombre d'interdictions parce que on veut d'une part éviter la prolifération des labels. Actuellement en Europe, on est à 200-300 labels environnementaux couramment sur le marché, donc c'est la cohue totale, c'est le Far West des labels. Tout le monde a un label vert, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, on ne sait pas qui en fait est derrière ces labels. Est-ce que c'est l'entreprise elle-même? Est-ce que c'est quelque chose de vérifié, certifié par un tiers parti? On ne sait pas. Et donc c'est pour ça qu'on a mis toutes ces règles. Et on veut vraiment renforcer la confiance pour que quand un consommateur voit un label, il puisse avoir entière confiance que ceci a été vérifié, et cetera, et que c'est basé sur un système, une organisation qui est indépendante et transparente. Et donc, une des interdictions qu'on va introduire, qu'on propose d'introduire, mais qui est évidemment sujet, encore une fois, je le répète, à négociation entre le Parlement et le Conseil, c'est qu'on souhaite interdire les labels présentant un score agrégé de l'impact environnemental global. Donc, ce genre de label, c'est par exemple un score de A à G ou un pourcentage, 100%, 90%, etc.
et qui agrège vraiment tous les impacts environnementaux. Donc, que ce soit la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, l'utilisation de l'eau, etc. Et qu'on compacte tout ça en un seul score et on dit, voilà, votre produit, il est A ou votre produit, il est B. Et donc, on trouve que ces systèmes d'agrégation sont assez difficiles enfin pas difficiles, mais il y a beaucoup d'opportunités de tromper le consommateur parce que même si on a un très bon score en biodiversité, mais qu'on a un mauvais score en utilisation de l'eau, par exemple, et ben en fait, en mixant les deux, on a un label qui obtient un B ou un C. Et donc, mais en fait, on ne sait pas qu'il consomme énormément, que la production de ce produit utilise énormément d'eau. Donc, ça, c'est un premier problème qu'on essaye de régler avec cette interdiction. Et le deuxième problème, c'est que si chaque supermarché, par exemple, commence à utiliser sa propre méthodologie, ses propres calculs pour établir ses propres labels de score agrégés, ben, le même produit peut avoir dans un magasin, donc par exemple chez Leclerc, un paquet de pâtes, Lustucru peut avoir B, et chez Auchan, il pourrait avoir D, en fonction de comment en fait les calculs sont faits par les différents. Donc en fait, on voudrait harmoniser tout ça et être sûr que ces scores soient basés sur une méthodologie qui est établie au niveau européen. Comme ça, tout le monde utilise la même méthodologie et il y a pas de confusion. Donc voilà. 3 petites dernières règles au niveau de la prolifération des labels, c'est qu'on souhaite un peu temporiser la production, ouais, la création de nouveaux labels. Donc, au niveau public, on s'est dit qu'on voudrait plutôt favoriser le développement des labels publics au niveau européen. Encore une fois, dans la logique d'harmonisation, pour pas qu'il y ait des labels qui se développent dans chaque petite région différente, etc., mais en fait qui couvrent les mêmes critères. Et au niveau privé, c'est pareil. On aimerait bien interdire la création de tout nouveau label privé seulement dans le cas où effectivement il apporte une valeur ajoutée au marché, qu'il couvre des impacts qui ne sont pas couverts par d'autres labels ou qui couvre des produits qui ne sont pas couverts par d'autres labels. Et évidemment, tout ça s'applique également aux labels de pays tiers, donc les labels de pays en dehors de l'Union européenne. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette section, j'arrive à la fin de cette explication sur la Green Claims Directive. C'est le dernier slide. Merci pour votre patience. Mais c'est le dernier, mais potentiellement le plus important. Parce que comment est-ce qu'on va s'assurer que toutes ces entreprises respectent ces nouvelles règles? C'est là où, en fait, on s'est dit, c'est là la grosse différence avec le système qui existe sous la directive sur les pratiques commerciales déloyales, où Valérie l'a mentionné brièvement plus tôt, c'est au rôle du consommateur, en fait, d'avertir les autorités s'ils remarquent un problème. Et nous, avec cette nouvelle règle, on souhaite inverser la logique et remettre la responsabilité sur les entreprises qui proposent leurs produits et qui proposent ces communications. C'est à eux de s'assurer que, elles respectent les règles, et qu'elles soient, justes et crédibles. Et donc on introduit une vérification ex ante. Donc toute entreprise qui souhaite faire une allégation verte devra, avant de la communiquer sur le marché, avant de la communiquer au consommateur, passer par un vérificateur indépendant qui aura été accrédité par les autorités nationales et qui certifiera que tous les critères, toutes les règles en termes de justification et des systèmes de label satisfont les exigences de la loi. Et donc, il obtiendra, donc ce vérificateur donnera un certificat de conformité, si c'est le cas, et ce certificat est reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, c'est une allégation, une vérification, un certificat reconnu dans les 27 pays. Et ici, effectivement, les micro-entreprises peuvent opter, si elles sont exemptées, mais si elles souhaitent, elles peuvent évidemment participer à la vérification. Et juste pour terminer, évidemment, pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, il y a des systèmes mis en place directement dans la loi pour garantir à ces entreprises-là un soutien financier, un accès au financement, une assistance technique à mettre en place par les États membres et aussi tout un exercice de sensibilisation par rapport à ces nouvelles règles qui vont être mis en place au niveau européen et au niveau national. Voilà, ça conclut ma partie et merci pour votre attention. Et maintenant, je rends la parole à Valérie. Merci beaucoup Eva, je trouve que c'est extrêmement clair et que ça se répond bien, nos 2 présentations, parce qu'on voit que ces évolutions au niveau européen qui sont extrêmement importantes,
bon, quelque part, la France fait un peu figure de pionnière, si je peux me permettre ce Oui, oui, côté oui, un vous petit peu pouvez. chauvin, et que quelque Ce n'est pas part, chauvin, Valérie, parce que c'est vrai, pardon, je vous ai juste vas-y. confirmé, c'est effectivement, on l'a remarqué, enfin, je veux dire, c'est un fait, la France est une des pionnières en termes de régulation de greenwashing, ça c'est sûr. Et c'est Donc pour c'est ça que c'est pas important. Du coup, ça vous faux. donne un avantage compétitif quelque part parce que vous pouvez tester dès à présent un certain nombre de choses dans le cadre d'une application volontaire et je trouve que c'est extrêmement fort et extrêmement important. Donc il faut bien lire cette présentation avec ce double niveau français et qu'est-ce qui va se passer ensuite au niveau européen pour vous dire faut quand même que j'ai quand même des bases aujourd'hui, j'ai des outils, il y a des lois aussi qui vont me permettre d'avoir, ce déclic d'avance. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, du guide du CNC et ça fait écho à la présentation d'Eva sur des focus autour de l'utilisation de certains termes. Parce qu'on le voit aujourd'hui, des choses qu'on va retrouver dans le vocabulaire courant, hein. Par exemple, naturel, vert, même on entend, neutre en carbone qui me rend déjà un petit peu plus, beaucoup plus mal à l'aise. Sur la notion de verre, aujourd'hui, c'est clair, hein, il y a et c'est rappelé dans ce guide du CNC qui, d'après moi, devrait devenir pour certains d'entre vous une lecture, récurrente et un référentiel extrêmement majeur. C'est que de toute façon, dans l'article 13 de la loi AGEC, on nous le dit très clairement, il est interdit de faire figurer ce type de terme, notamment sur un produit ou sur un emballage. Et donc, à partir du moment où nul n'est censé ignorer la loi, il est de bon ton de rappeler, que, vert fait partie de ces mentions et d'ailleurs, c'est explicitement, mentionné. Ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. La nouvelle directive, de Empowering Consumer, dont nous a parlé, Eva, au tout début, de toute façon, elle va dans ce sens et elle va même encore plus loin. Donc là, on le voit bien, c'est la continuité, des lois. Le terme naturel, là aussi, il doit être défini pour pas qu'il induise en erreur. On ne peut pas qualifier un produit de naturel dans n'importe quel cas. Par exemple, une peinture «naturelle» entre guillemets, ça doit comporter au minimum 95 de, produits d'origine, naturelle, là, de composants, naturels. En dessous de ces seuils, on ne peut pas les qualifier, on peut pas qualifier cette peinture de naturelle, mais on va pouvoir, par exemple, expliciter que c'est une peinture, allez, par exemple, à base d'huile végétale naturelle. Vous voyez que c'est la notion de composant dans ce cas-là qui est importante. Ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le greenwashing, les allégations vertes, ce n'est pas qu'une question de publicité. On est sur du packaging, là on parle de packaging, mais on parle aussi des plaquettes d'information, de toute façon, de toute nature, des plaquettes d'information commerciales. Donc c'est important de l'avoir en tête, de ce côté-là. De même, il y a quand même des choses extrêmement claires qui se passent sur les produits cosmétiques. Je ne sais pas si autour de la table, nous avons des personnes qui travaillent dans le domaine de la cosmétique, mais là aussi, c'est fortement encadré et il faut qu'on soit clair entre nous. Naturel, ça ne veut pas dire végétal, inoffensif, réduction d'impacts environnementaux, mais c'est ce que ça projette. Et donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre que comme tous les mots ont un sens, forcément, ils agissent sur nos imaginaires collectifs, ils agissent sur nos représentations. Et donc c'est en ce sens-là, qu'ils peuvent être extrêmement trompeurs. Sur la compensation carbone, Eva, a été, très claire. Effectivement, derrière la notion de compensation carbone, on a entre guillemets, si je puis dire, à boire et à manger et donc on a des réalités qui sont très différentes parce que ça va être différent d'investir dans des projets de développement, bas carbone pour réduire les émissions, ou de séquestrer du carbone tout en garantissant des co-bénéfices environnementaux et sociaux pour la population locale, pour la biodiversité, et cetera. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Si la compensation carbone, ça va viser par exemple un projet de plantation industrielle avec uniquement des essences,
d'arbres qui ne sont absolument pas adaptés au climat, mais qui ont pour but de viser la rentabilité très court-termiste, vous voyez bien que vous n'avez pas les mêmes projets. Là aussi, très important, on a fait un guide au niveau de l'ADEME sur ces questions de compensation carbone. Et puis la question de la neutralité carbone. Nous, c'est clair qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on rappelle, aujourd'hui, c'est important que ne peuvent être neutres en carbone que les la planète et les États. Bref, une tomate, une entreprise, une collectivité ou autre ne peut pas être neutre en carbone. Ça, c'est absolument pas possible, c'est scientifique par rapport à tout ça, ce n'est pas, moi seulement qui le dit. Et puis, ça repose aussi sur une idée reçue, bien souvent, qui disent que, 1 tonne de CO2 émise serait toujours égale, à 1 tonne compensée. Là aussi, ce qu'on appelle, une approche qu'on pourrait qualifier, on va dire, d'arithmétique, et là non plus, ce n'est pas exact pour des raisons de temporalité et pour des raisons de méthodes de calcul différentes qui vont être utilisées. Et donc non, alors que le mot de neutralité carbone vise à faire croire aux gens qu'un projet de compensation carbone va permettre d'annuler les émissions et de rétablir l'équilibre global, eh bien non, c'est complètement faux. Et donc, dans la loi climat et résilience, cette allégation de neutralité carbone est déjà très fortement encadrée. On le voit, la Commission européenne veut aller encore plus loin, ce qui va aussi dans notre sens. Et nous, côté ADEME, nous avons sorti un avis de l'ADEME que j'ai la chance de piloter sur cette question de la communication climatique, on va dire, et nous encourageons très fortement à vous défaire de toute velléité d'une approche, qui soit purement arithmétique ou, qui viserait à utiliser ce terme. On pense que c'est extrêmement, dangereux et nuisible et donc il est important de bannir, des allégations, larges comme, une marque X neutre en carbone, un territoire zéro carbone ou, un produit acheté, un arbre planté et cetera et cetera. Soyez extrêmement, extrêmement vigilants, et ce terme de neutralité carbone, il peut être à double tranchant, y compris, pour vos activités et donc, là, aujourd'hui, on le voit aussi par rapport à ces questions, juridiques. C'est important aussi d'utiliser les bons termes de façon à briser, cette fameuse défiance, dont on peut parler parfois parce que les mots ne sont pas compris et ce, quelle que soit, l'entité considérée. Alors dans le slide d'après, j'allais dire: «Mais c'est Je quoi vous coupe, 1 seconde Valérie, puisqu'on a une question, Ah plutôt de pardon, contexte qui était, destinée à Eva. ah Donc, allez-y. pour les autres questions, elles sont moins de contexte, on y répondra à la fin de la présentation, mais pour celle-ci, si la France sort son score environnemental avant, la publication de la directive, il sera donc toujours utilisable après, le score français, ou et l'UE a-t-elle prévu de développer son propre score environnemental? Oui, question très intéressante. Donc, première chose, que vous devez savoir, enfin, de toute façon, la position du conseil est publique, mais donc cette loi par rapport au score agrégé et cetera, elle a été enfin, cette provision, pardon, cette clause, si on veut dire, proposée sur le score agrégé, elle a été fortement discutée, tant dans le parlement qu'au conseil et probablement elle ne va pas rester telle quelle. Vous pouvez voir la position publique du conseil et du parlement. Le parlement propose carrément de l'annuler et le conseil propose d'autoriser les méthodologies, nationales à être utilisées. Donc probablement que, ça va se diriger vers quelque chose qui ressemble plus à ça. Donc je peux pas donner de réponse définitive sur oui ou non, mais probablement, que oui, mais sans je ne peux pas deviner le résultat final de la loi et donc l'UE a-t-elle prévu de développer son propre score environnemental, donc un score agrégé environnemental? Non, pas pour le moment en tout cas. Il y a eu des discussions par rapport à développer un score environnemental au niveau des produits alimentaires et je pense que c'est toujours en cours, enfin en cours de développement donc rien de, rien de concret pour le moment mais
son score environnemental en général, de toute façon, ce serait développé dans des législations plutôt sectorielles, donc par rapport à un secteur en particulier. Donc là, j'ai mentionné par exemple les produits alimentaires, mais ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Par exemple, pour les produits électroménagers, on a le label énergétique qui va de A à F. Et effectivement, ça, c'est un score, par exemple, qui a été défini au niveau de l'Union européenne. Et vu que c'est déjà établi dans une loi européenne, c'est hors du cadre de la Green Claims. Donc voilà, j'ai essayé de répondre brièvement et de laisser Valérie poursuivre. C'est un Ouais. sujet important, hein, de toute façon, ces questions de l'affichage environnemental, de l'éco-score. C'est ce qui va aussi permettre de renforcer la confiance et la la pédagogie auprès des consommateurs sur les impacts, environnementaux, de leurs achats. Et vous voyez dans le cadre du baromètre Greenflex Adem, qui est sorti donc la semaine dernière, il y a 71 des gens qui déclarent faire le lien entre leurs achats et l'impact sur la planète, mais qu'ils ont besoin aussi d'être beaucoup plus accompagnés pour pouvoir mieux, le visualiser. Donc on sent combien ce lien entre consommation, communication est absolument, déterminant. Donc non, au contraire, c'est important aujourd'hui, de, donner les bonnes informations au bon moment, dans le bon format. Voilà, et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir bien échanger sur des méthodologies qui soient le plus claires possible. Alors Avant dans de vous la dans laisser, Valérie, je vous interromps. Avant de vous laisser poursuivre sur repenser sa communication, on a quand même une question entre-temps sur les évolutions réglementaires que vous avez décrites toutes les deux. Il y a quand même une question. Ces évolutions réglementaires sont très exigeantes. Donc, quels moyens humains sont mis en œuvre pour garantir leur application au niveau national et au niveau européen? Et elle est complétée par une phrase qui est: quelle est la réalité des sanctions liées à ces réglementations depuis leur validation? Et enfin, est-il ou sera-t-il fait une différence entre les entreprises locales et les multinationales dans les sanctions? Merci beaucoup. Alors au niveau français, s'il y a une différence entre la taille des entreprises, pas à ma connaissance, mais je pense que c'est une excellente question et on pourra, essayer, de préciser, la réponse. Ensuite, je pense que justement, par rapport à cette, loi, notamment, climat et résilience, par rapport à l'utilisation des termes, c'est pour ça que je vous ai pas passé j'ai insisté un peu, sur le guide du CNC sur les allégations environnementales. C'est un guide qui est extrêmement utile et qui, selon moi, répond à bon nombre, de, demandes, d'exigences même qui sont faites pour vous aider à pouvoir naviguer, dans, les bons termes. Et à ce titre-là, c'est vrai que selon que ce soit vous qui fassiez la communication ou des agences avec lesquelles vous travaillez, c'est un outil de travail conjoint absolument indispensable. Nous, on travaille aussi beaucoup au niveau de l'ADEME sur des guides d'information, sur des guides méthodologiques. On a aussi un outil qu'on est en train de remettre à jour qui s'appelle le guide de l'anti-greenwashing, qui permettent là aussi de pouvoir s'y retrouver. On voit de plus en plus aussi de formations, d'échanges à l'instar de ce qui est proposé aujourd'hui, des webinaires pour justement mieux comprendre comment agir et comprendre que cela concerne toutes les entreprises. Loin de nous l'idée de dire qu'il y a en un mot, une action qui est faite sciemment, si tu veux, dans l'objectif de tromper, le consommateur, mais de s'interroger sur les mots, c'est un exercice à part entière et je vous renvoie aussi bien vers le site, communication-responsable.adem.fr, vers cet ouvrage du Conseil national de la consommation. Vous le trouverez, sur le site, dédié sur la communication responsable, et vous trouverez également tout un ensemble d'outils extrêmement utiles pour pouvoir justement accompagner, pas à pas, une évolution justement, de sa communication vers une communication qui soit plus responsable. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir en tête qu'il faut sortir de l'idée d'un coup de com'. On est toujours très fiers de ce qu'on a fait à juste titre, d'accord? Mais parfois, on en est tellement fiers que l'on met des mots, des superlatifs
qui n'ont pas lieu d'être ici parce que, encore une fois, un produit, un service, une activité, rien que le fait de vous parler, de toute façon, ça a un impact, y compris sur l'environnement. Et je pense que c'est ça aussi qui est à réfléchir et à changer notre façon de penser les choses. Dans la façon dont on va se rappeler que chacun des mots, chacun des termes qu'on emploie a un sens. Dans le fait aussi d'apporter des preuves. Encore une fois, les entreprises, les citoyens, ils n'attendent pas des marques qu'elles soient parfaites. La perfection n'existe pas. En revanche, tout le monde attend que les marques, quelles qu'elles soient, que les entreprises, quelles qu'elles soient, elles aient saisi l'ampleur des enjeux auxquels elles sont confrontées. Et à partir de ce moment-là, ça signifie que véritablement, elles puissent dire là où elles en sont avec précision, en apportant un certain nombre de preuves, et qu'elles puissent dire aussi, ben là, on est en train de travailler dessus, voilà en gros comment on s'engage, et non pas de pouvoir avoir l'impression qu'on met un écran de fumée à travers des termes qui sont certes très beaux, mais qui masquent la réalité exacte des choses qui ont cours à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à regarder. Après, côté sanctions financières, pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas eu véritablement énormément, mais n'oubliez pas, il y a de plus en plus de collectifs, de citoyens, de salariés également, qui s'engagent. Et dans les collectifs de citoyens, ils n'hésitent pas à dénoncer, à pouvoir aller, même des associations, des ONG, commencent à aller porter plainte. Donc plus vous serez, ce que je vais appeler transparent, sincère, humble, dans la façon dont vous allez expliciter les démarches que vous mettez en matière de protection de l'environnement, plus il y a un dialogue qui va pouvoir se créer quelque part parce que vous dites, ben oui, je fais ça, mais j'ai encore des choses à faire et je le sais. Et cette communication d'humilité, ce n'est généralement pas ce que l'on vous encourage à faire quand vous faites de la communication, alors que c'est ce que vous faites quand vous travaillez sur le côté technique. Ben voilà, il faut revenir aussi à ce balancier. J'espère que ça répond pour partie à des questionnements que vous pouviez vous poser. Merci Valérie. Eva, peut-être vous vouliez compléter? Non, en fait, c'est aussi juste en général pour clarifier le lien entre sanctions européennes et sanctions nationales. En fait, les règles qu'on établit au niveau européen, elles sont transposées dans la loi nationale. Donc, en fait, c'est les mêmes, en gros. Donc, par exemple, ici, dans le cadre de la directive des Green Claims, on propose toute une série de sanctions s'il y a non-respect des lois. Et donc, on dit les États membres doivent mettre dans leur loi nationale des sanctions proportionnelles, efficaces et dissuasives aux entreprises. Voilà, et ça s'arrête plus ou moins là, je vous passe les détails. Et donc après, c'est aux États membres de traduire concrètement ça dans leur loi nationale quand ils transposent la directive. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas de sanctions au niveau européen et de sanctions au niveau national. C'est les mêmes sanctions, c'est juste que, enfin, c'est les mêmes sanctions. Le droit européen est directement transposé, directement traduit dans la loi nationale. Donc j'espère que ça clarifie aussi peut-être un peu plus le contexte. Mais c'est clair que Merci, de tout à toute fait. façon, sur le côté juridique, il y a quelque chose qui est en train de monter très fortement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Eva, mais aujourd'hui, c'est vrai que on voit bien que la communication, alors des grosses entreprises hein, surtout, elle est particulièrement scrutée de façon à ce qu'elle n'induise pas en erreur. Et encore une fois, euh, nous ne disons pas que les communications et que le greenwashing et notamment dans nombre d'entreprises de taille plus petite, seraient faites de façon, enfin sciemment. On a besoin d'être formé et cette question de la formation, elle est absolument déterminante. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça fait partie quelque part, enfin, ça devrait faire partie de la formation non seulement initiale, mais aussi, quand c'est possible, des spécialités de formation continue qui sont proposées ici ou là aux différents collaborateurs de l'entreprise. Parce que sur nos sujets liés à la transition écologique, on a besoin aussi de se mettre
de connaître les choses de façon régulière, parce que c'est pas une fois pour toutes qu'on les sait. Là-dessus, c'est vrai que c'est complexe, du coup, je le comprends, hein, à pouvoir rentrer dans un programme, d'action et de travail qui est déjà lourd, pour vous en tant que, petites et moyennes entreprises. Néanmoins, aujourd'hui, les donneurs d'ordre, ils sont de plus en plus sensibles à ça ils posent et dans les questionnaires faits auprès des fournisseurs, les questions environnementales, les questions également de communication environnementale, sachant que ça peut aussi leur retomber dessus en termes de donneurs d'ordre, eh bien, ça fait partie, des, choses qui sont, de plus en plus demandées. Alors sur le slide suivant, j'ai essayé de réfléchir à c'est quoi le rôle de la communication? Alors, selon que vous ayez un département ou non, ou un service communication ou pas, je pense que c'est important, mais même s'il est que de 2 personnes, il a son rôle à jouer. C'est pas simplement celui qui fait, une jolie plaquette, avec, un petit nœud en haut à gauche et cetera. Il a une fonction pour accompagner les organisations, l'entreprise, dans sa transformation parce que c'est indispensable que on voit bien que depuis le début, hein, que la communication, joue un rôle pour pouvoir changer les comportements et donc elle a un rôle de vigie par rapport à ce que, en gros, l'entreprise va proposer. Elle est un puissant vecteur de transformation, j'allais dire culturelle et ça, c'est important à noter et elle va pouvoir accompagner justement la projection, d'un imaginaire en cohérence avec la transition écologique par les termes notamment qu'elle va employer au cœur de l'ensemble des actions de communication qu'elle pilote, mais aussi accompagner les acteurs de l'entreprise. On pense au patron, on pense à la direction des achats, on pense à celui qui, par exemple, s'occupe de la RSE et cetera. Elle a un rôle à jouer pour travailler en cohérence, en coordination avec, l'ensemble de ses parties prenantes internes, parce qu'elle a un rôle de vigie. Un rôle de vigie, un rôle de faire en sorte de suivre les signaux faibles qui, aujourd'hui, pourraient arriver, la sensibilité, des, consommateurs, la sensibilité des clients. C'est pour ça aussi que je vous ai présenté au début, ces baromètres, parce que forcément, à partir du moment où on a envie de se lancer dans une communication responsable, de repenser sa communication, mais au-delà, bien évidemment, de repenser la façon dont on, gère son projet d'entreprise, son modèle économique, à l'aune, de tout ce qui concerne, la transition écologique. On voit bien qu'il y a des choses qui sont à faire bouger pour aller vers des postures qui soient à la fois plus responsables, plus éthiques et donc, ça veut dire, non seulement on supprime le greenwashing, de nos, communications, mais au-delà, comment par les actions, comment par la façon, dont je développe mes produits, mes services, eh bien, j'ai quelque chose qui intègre les aspects sociaux, les aspects sociétaux, qui réfléchit à la limitation de mes impacts environnementaux et donc, en gros, qui promeut une autre vision, de, la société. Donc ça, c'est peut-être le 1er point, qui est important, à, souligner et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de CO2. C'est peut-être, dommage parce que c'est vrai que ça masque aussi l'ensemble des impacts. Il faudrait peut-être beaucoup plus parler de limites planétaires. On n'a pas le temps, là, aujourd'hui, d'en parler. Je ne pose pas je ne pose pas ce point, mais néanmoins, c'est important de se dire qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a la réflexion par rapport à la biodiversité, donc par rapport aux vivants, par rapport à tous les nouveaux produits polluants, chimiques qui sont mis, sur notre planète, par rapport à la gestion de l'eau et par rapport aux impacts sur l'eau. Bref, si vous ne connaissez pas, je pourrais, vous donner, des liens vers cette notion de limite planétaire. Heu Deuxièmement, c'est d'accompagner les citoyens aussi oui, c'est bon, on peut passer là-dessus, vers de nouveaux usages et ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire de rendre des styles de vie beaucoup plus sobres. Attention, je ne parle pas que de publicité. Je parle de l'ensemble des documents de communication que vous pouvez mettre
que vous pouvez être amené à faire, des choix d'illustration que vous allez pouvoir faire. Comment est-ce que l'on met en avant des comportements de consommation qui soient plus vertueux aussi dans les décors, que ce soit en matière d'habitat, que ce soit en matière, par exemple, d'alimentation. Tout ça, c'est extrêmement important pour entraîner et pour prendre part à l'écriture de nouveaux récits et pour devenir, vous aussi, des acteurs de ce nouveau modèle de société qui soit plus compatible avec justement la transition écologique. Dans la slide suivante, je vous ai mis en avant une façon de pouvoir lutter contre les stéréotypes. Alors, je vous donne un exemple qui n'a plus cours désormais. Vous savez, par exemple, sur notre newsletter du mois de février, où on avait mis en avant un groupe de personnes qui étaient chez eux et que pour les qualifier leur bien-être, on les mettait en t-shirt. À 19 degrés, vous n'êtes pas très souvent en t-shirt chez vous. Là, aujourd'hui, avec les mesures de sobriété énergétique, vous avez plutôt tendance tout de suite à aller leur mettre à minima des manches longues. C'est une façon de faire. Quand vous êtes dans le domaine du tourisme, que vous avez, par exemple, envie de montrer comment on a envie de s'évader. Pourquoi est-ce que très souvent, on voit apparaître des photos de plages paradisiaques, bien sûr, mais au bout du monde? Comment on fait aussi pour valoriser euh, des, euh, euh, des activités, on va dire, aquatiques, qui sont plus de l'ordre du jet ski que de l'ordre du kayak. Et vous voyez, dans ces deux guides, le guide entreprise pour l'environnement sur les stéréotypes ou le guide de l'Union des marques sur justement la représentation de comportements éco-responsables, autant d'outils extrêmement pratico-pratiques pour que on puisse communiquer sur l'ensemble de nos outils, encore une fois, de façon juste et de façon à pouvoir lutter contre les stéréotypes parce que, pour rappel, la communication, elle façonne nos sociétés en véhiculant des imaginaires. Et les imaginaires, aujourd'hui, ils sont loin d'être compatibles avec l'habitabilité de notre Terre. Alors, il faut qu'on véhicule de nouvelles normes sociales. Ça vous permet, en regardant ces deux guides très pratico-pratiques que vous pourrez retrouver sur le site communication-responsable.adem.fr, de pouvoir voir les choses qui vous sont proposées. Dans le slide d'après, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la façon dont on pourrait réduire l'impact environnemental et social des actions de communication? Alors d'abord, on se pose la question de la pertinence de l'action de communication. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'on n'a pas du tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, on est sous l'infobésité la plus totale. On communique en se disant bien qu'à un moment ou à un autre, ça va toucher notre public. Mais on est sous une telle infobésité et on a une telle ère de la défiance qu'en fait, on voit bien que ces communications à outrance, régulières, etc., elles ne génèrent pas autant d'efficacité qu'elles devraient le générer selon les règles que certains d'entre nous avons appris en matière de communication et de marketing. Parce que ne vaut-il pas mieux passer du temps à faire une bonne communication plus approfondie sur un certain nombre de produits, d'actions, etc., plutôt que de faire des choses qui sont toujours plus et qui peuvent aller jusqu'à être parfois jugées comme extrêmement intrusives. L'autre point, c'est comment est-ce que je réfléchis pour diminuer l'impact environnemental de mes communications? On n'est plus sur ce volet de l'éco-socio-conception. Par exemple, quand je fais un événement, par exemple, quand je fais une plaquette ou quand je tourne une vidéo, il existe un certain nombre de gestes clairs qui nous permettent de réfléchir. Le numérique aussi, c'est loin d'être immatériel en termes d'impact. Cela représente en France 2,5% des émissions de CO2 et 10% de la consommation d'électricité. Il est temps de réfléchir aussi à la façon dont on conçoit ces sites, dont on conçoit ces offres également et ces produits numériques. Donc tout ça, ça a un impact. Ça a un impact à différents moments. Par exemple, pour l'événement, c'est le moment où on amène les gens à l'événement. Je n'ai pas dit qu'il fallait plus amener personne aux événements, mais il faut réfléchir à la façon dont on les fait venir, à la façon dont on mutualise également. Sur le numérique, on va réfléchir à tout un tas de choses pour savoir si elles sont utiles ou non utiles. Est-ce que ce n'est pas le moment de se poser la question de savoir si cette xème fonctionnalité, sous prétexte que mon concurrent d'à côté en dispose, est-ce qu'elle est vraiment utile ou pas? Bref,
de réfléchir à l'aune du besoin. Ça fait le point avec justement la question de la sobriété qu'on abordait avant. Sobriété ne veut pas dire inefficacité. Ça veut dire allocation des moyens d'une façon plus juste sur les choses qui sont importantes. Et donc, quand on sait combien les moyens humains et les moyens financiers, ce sont des choses compliquées à gérer, le fait de réfléchir en termes de sobriété, c'est juste de la bonne gestion. Avoir en tête aussi qu'il n'existe aucune solution miracle, ou alors vous me la faites connaître, j'en suis très intéressée. Et là, vous voyez, je vous ai mis un triptyque. Alors, c'est Ferréol Lespinasse qui fait des choses absolument fantastiques, notamment en matière de sobriété éditoriale par rapport au numérique. Vous savez, des fois, on a des sites, on se demande comment on fait pour s'y retrouver. Et d'ailleurs, il y a eu une étude de l'AREF qui a analysé 20 millions de pages de sites et qui a démontré que 96,55% des pages qu'elle avait donc scrollées n'avaient aucune activité, n'était référencée, aucun référencement naturel et n'était référencé aucunement par des moteurs de recherche comme Google ou autres, etc. 96,55%. Ça laisse rêveur, ça nous permet de nous interroger sur le fait que parfois, on en met sans doute beaucoup trop sur nos sites, que ça gaspille du temps, parce que c'est du temps pour pouvoir écrire, c'est aussi des ressources, c'est aussi du financement, et ce sont des ressources naturelles également qui sont quelque part gaspillées, au lieu de se concentrer sur les choses qui sont véritablement prioritaires. Et le fait aussi que dans les écrits, nous avons parfois tendance à ne pas écrire de façon complètement lisible. On a des structures de contenu qui ne facilitent pas, véritablement pas, l'accès à l'information. Et enfin, elles traitent aussi de tout ce qui est en matière de rédaction, de vérifier que nous sommes dans la lutte contre le greenwashing le plus complet. C'est important d'avoir tout ça en tête parce que, encore une fois, la sobriété éditoriale, cela permet d'économiser du temps humain qui va pouvoir se concentrer sur d'autres choses, des ressources naturelles, puisqu'on évite de surcharger des serveurs, des choses comme ça, mais aussi des ressources financières. Dans le prochain slide, ce qu'il faut retenir pour communiquer sur sa démarche de communication responsable, ou tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, que dans l'exemple de Crédit Mutuel ou de Amazon, les choses qu'ils faisaient n'avaient pas lieu d'être en matière de publicité. J'ai dit par ailleurs que c'était extrêmement important qu'ils s'engagent. Donc, ils doivent communiquer à une hauteur qui soit proportionnelle. Ce qui veut dire que cette communication, elle a tout à fait lieu d'être, par exemple, dans leur rapport d'activité, sur, par exemple, une page d'un site internet où ils expliquent la façon dont ils sont engagés, mais en aucune façon sur du 4x3. Pourquoi? Parce que sinon, ça brise aussi cette confiance en donnant l'impression que sur les problèmes importants, on ne s'en occupe pas. Donc, valoriser ces actions, oui, et c'est primordial. Ne faisons pas ce que l'on appelle du greenwashing en bon français, c'est-à-dire de se cacher et de s'empêcher de communiquer sur les actions que l'on mène en faveur de la transition écologique. Non, il faut savoir raison garder, c'est tout, se poser les bonnes questions, écouter avant d'agir, communiquer sur des actes significatifs en fonction du fait qu'on soit face à, par exemple, à un média, ou qu'on ait envie de faire une publicité sur internet ou en affichage, etc., ou que l'on soit sur son propre site internet ou dans une plaquette d'information, à chaque outil de communication, le bon niveau de données ou le bon niveau d'action qui y sera relaté. On agit bien sûr avant de communiquer. Ça fait un peu référence à ce que disait Eva sur les communications, sur ce qui va se passer dans le futur et la façon dont on va s'engager dans le futur. C'est pas si simple que ça de communiquer sur le futur. Alors un conseil, on agit le plus possible et avant. Et quand on veut communiquer sur le futur, on se pose bien la question de savoir comment on va pouvoir communiquer sur des jalons, sur des choses qui vont montrer qu'on est déjà engagé sur le chemin de ce qui va se passer dans le futur. On transige jamais sur la véracité, la clarté, la proportionnalité des messages. C'est absolument indispensable. La véracité, la clarté, la proportionnalité. Essayez de pouvoir reconnaître ça. Et puis, on fait preuve de pédagogie et d'humilité.
on n'hésite pas à dire que on n'est pas parfait. Alors, on ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Ce sont pas en un mot, il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a des nuances qui font que, eh ben voilà, on a fait ça, mais on a encore ceci à faire. On est humble et on explicite les choses. Les gens sont toujours redevables et très compréhensifs par rapport à ça, parce que, encore une fois, ils n'attendent pas des marques ou des entreprises qu'elles soient parfaites. Et dans le dernier slide, c'est en résumé, sincérité, humilité et transparence, ce sont les 3 bases fondamentales. Cela veut dire également apporter des preuves et des preuves pour tout ce que vous faites, parce que de toute façon, c'est comme ça aussi que l'on établit un nouveau dialogue avec l'ensemble de nos parties prenantes. Le fait d'apporter des preuves de ce que l'on avance, ça contribue à restaurer la confiance, et nous sommes dans un pays qui a besoin aussi de confiance, même si vous l'avez vu, pour les entreprises petites et moyennes, il y a plutôt déjà une très bonne confiance. On peut encore l'améliorer. Et je vous ai mis ensuite dans le slide d'après un certain nombre de ressources. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois du site en haut à droite, communication-responsable.adem.fr. Je vous ai parlé aussi du guide de la communication responsable. Donc, il est vendu 12 € pour 440 pages. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Mais sur le site, vous allez trouver aussi énormément d'informations. C'est un véritable hub qui vous permet de retrouver des outils qui ne sont pas produits que par nous, mais qui peuvent être produits aussi par des entités publiques, privées, européennes ou nationales. Et puis, on a fait un cours sur la communication responsable avec l'Association des agences conseils en communication en bas à gauche. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a 300 slides. Il y a peut-être des choses qui peuvent être importantes pour vous. Et puis, mes guides entreprises pour l'environnement et Union des marques, là aussi, et notre avis de l'ADEME sur la communication autour de tout ce qui concerne la neutralité ou la supposée neutralité carbone. Voilà autant d'outils qui peuvent être particulièrement utiles pour vous. Voilà, et un site extraordinaire. Voilà, vous y retrouverez notamment un certain nombre de checklists si vous voulez travailler sur l'éco-socio-conception de vos actions de communication qui concernent aussi bien l'éditorial, le projet digital, l'événementiel et dans la slide d'après, l'audiovisuel. Ils sont tous conçus de façon à apparaître comme une checklist, de façon à voir comment on peut faire pour progresser. Et sur le site, vous trouvez un certain nombre de choses de guides pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche. Et puis enfin, dans le guide communication responsable, vous avez aussi des éléments qui vous permettent de comprendre et d'aller plus loin, et qui vous permettent aussi de dialoguer avec des gens qui n'ont pas comme connaissance première la communication. Donc, ce sont aussi des guides très utiles. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Et Eva. Valérie, merci beaucoup Eva. On a un temps de questions maintenant. Alors, je vais commencer par la première question. Sur l'exemple d'Amazon, Valérie, vous avez cité le terme méta greenwashing. Et la question est, est-ce que c'est la même chose que le green lighting? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. On a envie de mettre en avant un certain nombre de choses et on ne se rend pas compte que en fait, on est déjà dans du greenwashing. Et voilà, D'accord. donc c'est cette notion de proportionnalité, de vouloir à tout prix mettre tout en avant au même niveau. Mais il faut communiquer sur ce que l'on fait. J'insiste là-dessus, se cacher, pour moi, c'est pas une bonne démarche. Parce que vous faites des choses extrêmement bien, et que à partir du moment où on est vigilant sur le vocabulaire employé et sur l'humilité, la sincérité, la transparence, sincèrement, on peut agir C'est ça. et on peut communiquer. C'est le mot-clé à retenir de toutes vos informations si riches et détaillées, c'est l'humilité. Je retiens humilité en premier mot, sobriété également. Et Merci transparence. beaucoup. Et je Et pense qu'avec transparence, avec Eva, exactement. on a bien mis en avant ce C'est ça, terme-là et toutes les deux. transparence. Une autre question, alors vous avez déjà répondu en grande partie, Valérie, dans la démarche de communication responsable.
Donc, c'était s'il ne faut pas communiquer sur les bonnes actions, donc comme vous aviez cité, soit Amazon qui met des moutons ou le Crédit Mutuel avec les cartes bancaires non polluantes, comment peuvent-elles les mettre en avant? Donc ça, vous avez cité quelques exemples. Et il y a un complément à cette question, c'est comment le partager pour qu'elle soit répliquée par le plus grand nombre. Très intéressant. Je pense d'abord que, il y a de plus en plus, encore une fois, de webinaires ou de réunions qui sont organisées par, des, représentations, publiques, ou, dans le cadre de, j'allais dire, d'associations, d'entreprises, et je pense que c'est important de partager ces bonnes pratiques. Ça me paraît nécessaire, de façon à dire: «Bah, voilà comment j'ai fait, là où c'était compliqué, là où c'était plus facile». Nous, on fait aussi, notamment sur des actions de marketing plus responsables. On a un site qui s'appelle, Mhm. réussir à marketingresponsable.org, et on fait avec d'autres acteurs. Là aussi, le but du jeu, c'est pas de dire qu'une entreprise, elle est devenue l'alpha et l'oméga de tout, mais de démontrer que sur un produit ou sur un service qu'elle offre, elle a eu à cœur de mettre en avant cette démarche et qu'elle est capable d'en tirer des bénéfices, commerciaux, par exemple, hem que ça lui a par contre, on explicite aussi les difficultés qu'elle a rencontrées, et je pense que c'est ça qui est important aussi parce que, à chaque fois, c'est d'essayer de pouvoir dans les exemples, pas simplement se dire: Super, voilà ce que j'ai fait». C'est d'expliquer la démarche, comment je l'ai fait, quels ont été les points de difficulté, quels ont été les points de succès. De pas oublier que ce ne sont pas que des questions techniques, il y a aussi des questions d'embarquement des personnels qui travaillent chez nous. On a envie aussi de participer quelque part à cet accompagnement de l'avènement d'une société, qui soit, plus, compatible avec, avec le vivant, qui soit plus, compatible avec les comment ça s'appelle? La transition écologique, et donc à partir de ce moment-là, il peut y avoir énormément de choses qui se passent, et Mhm. ça aussi, il faut le raconter. Voilà, on Mhm. n'est pas que sur du tableur Excel ou sur de la formule, technique, qui est à mettre en œuvre. Oui, raconter son histoire. Oui, et son histoire, ça veut pas dire, et c'est des fois, vous voyez, en matière de com et de marketing, c'est ça qui est un peu casse-pied. Raconter son histoire, on a l'impression qu'il faut tout enjoliver. Il y a que le côté effet waouh, que le côté bonne pratique. Non, c'est: «Voilà ce que j'ai fait», et je raconte véritablement les choses dans la façon dont ça s'est passé. Je ne cherche pas à tout enjoliver. Il faut être extrêmement vigilant, surtout à l'heure où il y a une confiance détériorée. L'honnêteté, le fait de dire ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, c'est très utile pour soi, pour ses salariés, mais aussi pour sa relation avec ses parties prenantes et avec ses clients. Ce qui rejoint la transparence Oui. sur laquelle vous avez insisté, et on a bien compris les enjeux justement et l'importance de cette transparence. J'ai une autre question, alors je vais vous la lire parce qu'elle est assez longue, elle est complétée d'un exemple. Qu'en est-il de communication sur des actions de résilience territoriale financées par une entreprise qui ne sont pas directement liées à son activité première? Donc, elle est illustrée par un exemple, cette question. Le dividende écologique de la Maïf utilisé pour financer des actions de restauration de la nature qui ne sont pas liées à leurs activités d'assurance, mais sont l'aboutissement d'un engagement sincère et peut tout de même réduire la sinistralité sur les territoires à long terme et donc impact positif sur l'activité assurantielle. Bah, C'est une là-dessus question très complexe. Non, mais là-dessus, elle est intéressante. Ça, Très bien. encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer. En revanche, quand la Maïf a communiqué là-dessus, elle a aussi expliqué très clairement ce qu'elle faisait déjà et ce qu'elle allait faire. Donc on est typiquement dans ce genre de communication qui ne sont pas uniquement un effet d'annonce, le côté coup de com' marketing, mais qui est une véritable démarche qui se structure et qui se met en place. En revanche, vous voyez bien qui a parlé, c'est, monsieur Desmurger, le patron, de la Maïf. On va retrouver de l'information sur leur site internet. On va avoir différents lieux. En revanche, il va pas décider d'acheter, par exemple, des bannières internet pour Mm. pouvoir, dire partout, que c'est ça, et c'est cette question de la gestion un peu politique de certaines agences, pardon, de certaines annonces, parce que justement on a besoin de les faire, parce que c'est quelque chose de fort et cetera, et ensuite ça peut générer du débat.
mais il ne faut pas avoir peur du débat. Parce qu'il y en a qui ont fait des reproches à cette annonce, d'autres qui ont trouvé ça super, etc. Mais ça génère un débat. Et le débat, il est nécessaire dans une démocratie. Il est nécessaire aussi pour pouvoir progresser. Et vous avez raison quand vous dites que c'est particulièrement utile. Donc, les actions de résilience territoriale, pour moi, ça va avec le fait aussi de réfléchir maintenant. J'ai dit organisation très souvent, je n'ai pas dit que entreprise. C'est-à-dire que là aussi, on travaille presque à des niveaux d'écologie industrielle et territoriale, la fameuse EIT. Et je trouve que c'est ça aussi qui aujourd'hui est de plus en plus attendu, de voir comment l'écosystème travaille ensemble. N'attend pas uniquement que ce soit une entreprise toute seule dans son coin qui va sauver le monde. Il y a en revanche quelque chose d'important de travailler en collaboration, en coopération pour trouver des systèmes qui permettent, encore une fois, d'améliorer les conditions de vie et l'habitabilité de la planète. Donc, très bonne question. Merci pour cette question. Et merci pour toutes vos questions parce qu'elles alimentent également le sujet, pas les débats, mais en tout cas les informations, la pertinence de tout ce que l'on peut entendre et le besoin en fait d'avoir le courage de les écouter aussi, ces informations, parce qu'à un moment donné, ça veut dire les regarder en face, ça veut dire vouloir s'impliquer dans le sujet. Donc, merci à tous pour cette participation à notre webinaire. Sophie, de mon côté, je n'ai plus d'autres questions. Je vais lancer le petit sondage de satisfaction avant de vous laisser partir. Ça nous permet de savoir si on a bien fait les choses. Alors, normalement, il s'affiche sur votre écran. Et vous pouvez y répondre et envoyer les réponses. Voilà. En tout cas, moi, je souhaitais dire un grand merci à nos deux intervenants qui nous ont proposé une présentation de très grande qualité et surtout un vrai dialogue, en plus intéressant en termes européens et national. Donc, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir présenté ce sujet de manière aussi claire et pertinente. Merci Et grandement à je toutes pense les deux. que les participants ont aussi grandement apprécié le contenu. Oui, merci beaucoup pour ces éclairages, ces exemples illustrés, ces trucs et astuces, ces petits tips, comme on peut dire aussi. Merci encore et puis merci à tous pour votre participation. Une très bonne journée et puis bonne communication responsable. Merci beaucoup, Merci Gwenaëlle et beaucoup. Sophie, pour Merci, l'invitation. au revoir. Merci à Merci à tous. vous. Merci à tout le monde.